Bonjour sur Télé Sud, je suis très heureux de vous retrouver et également j'en profite pour vous présenter donc mes invités aujourd'hui. Hervé Lehmann qui est avocat, qui a été, si je ne m'abuse, juge d'instruction, et Jean-Marc Sylvestre, l'éditorialiste que nos téléspectateurs connaissent bien. Hervé Lehmann, vous avez écrit il y a 2 ans un livre, Le procès Fillon, que voici, et qui va sortir en livre de poche incessamment, le mois prochain ou au mois d'août. Et j'aimerais revenir aujourd'hui avec vous sur l'affaire Fillon en cours, les dernières déclarations de l'ex-chef du parquet national financier qui ont fait l'effet d'une bombe dans le milieu politique et médiatique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, grosso modo, les grandes lignes de l'affaire et qu'est-ce qui vous avait incité à écrire ce livre à l'époque ? Alors moi j'ai compris dès le moment où le parquet national financier a ouvert une enquête, j'ai compris qu'il y avait une machine de guerre judiciaire qui se déclenchait contre François Fillon pour l'empêcher d'être élu. Il faut se souvenir que François Fillon était le favori à l'élection présidentielle dans les sondages, que c'était le principal candidat de l'opposition et que la sortie de la révélation par le Canard enchaîné de l'emploi de sa femme, emploi discret ou emploi fictif, on le saura un jour, a fait l'effet à ce moment-là d'une bombe. Et j'ai tout de suite compris, lorsque le parquet national financier s'est saisi de cette affaire, que ça allait être une affaire traitée d'une façon particulière. Et effectivement, j'ai constaté, comme tout le monde, que la manière dont l'affaire a été traitée par la justice a permis d'éliminer ou de rendre impossible, je dirais, l'élection du favori de l'élection présidentielle. Et ce que j'ai voulu décrire dans ce livre, c'est à la fois l'histoire de François Fillon, qui est une histoire assez particulière, c'est quelqu'un de particulier, François Fillon, et en même temps, et surtout parce que j'ai cette double expérience de magistrat d'abord, d'avocat ensuite, j'ai voulu décrire comment a fonctionné l'alambic judiciaire qui a permis de faire en sorte que François Fillon ne soit pas élu à l'élection présidentielle. Parce que ce qui était exorbitant du traitement normal des affaires, ce sont les délais très courts. Absolument. Vous savez, mon précédent livre s'appelait « Justice, une lenteur coupable ». Et là, j'aurais pu appeler celui-ci « Justice, une rapidité suspecte ». J'ai jamais vu la justice aller aussi vite dans une affaire de ce genre. Je ne parle pas des affaires de meurtre ou les flagrants délits, mais dans une affaire, disons, politico-financière, jamais la justice n'est allée aussi vite. Et tout le fonctionnement dans cette affaire est anormal. À commencer par le fait que le parquet national financier se saisit de cette affaire. Le parquet national financier, il a été créé par François Hollande, après l'affaire Cahuzac, pour traiter, c'est la loi qui le dit, les affaires d'une grande complexité. Alors pourquoi est-ce que ce parquet national financier se saisit de cette affaire qui est d'une grande simplicité ? Est-ce que Mme Fillon a travaillé ou pas ? Il n'y a pas besoin d'un parquet national financier pour le savoir. Et là, c'est un premier indice. Et puis ensuite, il y a la rapidité de la saisine du parquet. L'article du Canard enchaîné, à peine sorti, le parquet national financier ouvre une enquête préliminaire. Et très rapidement, cette enquête préliminaire va déboucher sur l'ouverture d'une information judiciaire. C'est un petit peu technique, mais ce qu'il faut juste retenir, c'est que l'ouverture de l'information judiciaire, c'est le seul moyen qui permet que François Fillon soit mis en examen avant l'élection présidentielle. Et comme pour les gens, la mise en examen, c'est une précondamnation, sa mise en examen signait son arrêt de mort. Quelle est votre opinion, Jean-Marc, sur cette affaire ? Écoutez, moi je constate qu'une fois de plus, la justice française, qui ne bénéficie pas d'une image remarquable, va encore se détériorer davantage, parce que c'est vrai qu'on a la preuve d'un certain nombre de dysfonctionnements. Alors, est-ce qu'il y a eu un complot derrière ? Est-ce qu'il y avait un cabinet noir, comme on en a parlé, qui était destiné à abattre le candidat à Fillon ? Je n'en sais rien, mais toujours est-il qu'on est obligé de se poser des questions sur la rapidité avec laquelle la procédure a été instruite d'abord et puis jugée ensuite. Donc, surtout quand on la compare à un certain nombre d'autres affaires aujourd'hui qui ne sont pas beaucoup plus graves que celle de Fillon. Ils sont très très longues quand même. Bon, on est en train aujourd'hui de débattre dans la presse d'information générale d'affaires qui ont eu lieu il y a 2 ans, il y a 3 ans. On est encore aujourd'hui en train de discuter, de savoir comment ça va se
comment vont se passer un certain nombre de procès au tout début des Gilets jaunes. Bon, non, il y a des trucs aberrations. Alors maintenant, sur le fond, est-ce que ça a tué François Fillon dans son projet d'être président de la République? Vraisemblablement que ça n'a pas arrangé ses affaires. Parce que, alors, est-ce que c'est la justice elle-même, c'est la procédure, est-ce que c'est l'appareil qui a provoqué tout ça? Oui, bien sûr, mais il ne faut quand même pas oublier au départ, il y avait quand même quelque chose qui dysfonctionnait dans sa propre équation. Il n'avait pas. Vous savez, on dit toujours que quand un président de la République, quand un candidat à la présidence de la République se présente, il faut qu'il s'attende à passer à la blanchisserie, la blanchisseuse, parce qu'il est dans un truc infernal. Et là, on s'aperçoit qu'il n'avait pas nettoyé un certain nombre de tâches, et je ne veux pas faire de vilain jeu de mots, mais il y en avait encore sur certains de ses costumes. Donc c'est ça qu'il aurait fallu régler. J'ai suivi la campagne de très près, je le connais très bien, François Fillon. C'est un type intéressant et qui présentait un profil intéressant pour monter à la République parce qu'il ne sortait pas du sérail de l'ENA, bref, il sortait de province, c'était un provincial. C'est peut-être ça que les Parisiens lui reprochaient le plus. C'était son côté notaire de province, voilà, bon, son apparence. Bon, c'était quelqu'un de calme, c'était quelqu'un de raisonné, c'était quelqu'un de bon sens. Alors, bien sûr, il avait des attaches intellectuelles, morales et éthiques avec des milieux catholiques qui le soutenaient fortement. Mais bon, qui n'a pas d'attache avec certains milieux qui le soutiennent? Bon, il était quand même, il avait besoin d'une majorité qu'il aurait sans doute eue, compte tenu de la situation politique qui était la sienne. Mais ça a détérioré complètement son image et ça a décrédibilisé sa candidature. Mais cette affaire décrédibilise aussi complètement la justice. Vous vous souvenez, c'est peu de temps après, on a vu le mur des cons sortir, ouais, dans un célèbre site internet que je connais bien pour y collaborer, qui s'appelle Atlantico, et on a vu un certain nombre d'autres affaires, bon, qui indiquent clairement que ça ne fonctionne pas, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais puisque vous connaissez François Fillon personnellement, je rebondis là-dessus, pourquoi n'a-t-il pas purgé cette affaire ou l'a passée à la blanchisseuse, là, comme vous dites, avant ? Alors, là, ça, c'est la grande question que tous ceux qui l'approchaient se posaient, sans évidemment oser la lui poser à lui. Je crois, mon sentiment, c'est qu'il était d'une génération d'hommes politiques, il est d'une génération d'hommes politiques qui considéraient que ces petites malversations, enfin, ces petits arrangements avec le système faisaient partie du système. Il faut savoir que, contrairement à ce que l'on croit, un homme politique français, c'est pas un privilégié au niveau matériel et financier. Il gagne beaucoup moins d'argent qu'un directeur d'entreprise ou un grand médecin ou un professeur. Donc, ce sont des gens qui ont un train de vie. Bon, donc c'est vrai que quelquefois ils s'arrangeaient avec leur famille de la faire travailler, soit à l'Assemblée nationale, soit tout ça. Mais qui n'a pas fait travailler ses épouses ou ses enfants quelque part. Bon, enfin, ça. Bon. Et puis par ailleurs, il a eu la maladresse d'accepter un certain nombre de cadeaux, de prix, qui lui ont d'ailleurs été vraisemblablement offerts à des fins, j'allais dire criminelles, entre guillemets, parce que c'était pas pour lui faire plaisir, c'était sans doute pour le piéger. Oui. Et quelque part, eh bien, il avait une certaine naïveté, c'est vrai. Il a une bienveillance, il a une certaine naïveté. Mais il ne considérait pas tout ça, vraisemblablement, comme des actes coupables, quoi, répréhensibles. C'était une génération d'hommes politiques qui considérait que tout ça était peut-être un peu normal, quoi, voilà. Et ça, c'était le grand tort qu'il avait. Hervé Lehmann, que répondriez-vous, enfin qu'allez-vous répondre si je vous disais que toute cette affaire a été manigancée par François Hollande, Michel Sapin et Jouyet, le secrétaire général de la présidence de la République? Alors, ce qui est certain, c'est que la manière dont les choses se passent, la manière dont la procédure est menée, dépend de quelques magistrats. Ce n'est pas la justice en général, ce n'est pas les magistrats en général, c'est quelques magistrats. Et ces quelques magistrats, on peut les désigner. Le premier, c'est le directeur des affaires criminelles à la chancellerie.
Le directeur des affaires criminelles, c'est un homme, Robert Gély, pour ne pas le citer, qui était camarade de régiment de François Hollande, nommé là par François Hollande, 5 ans au cabinet de Lionel Jospin à Matignon, donc quelqu'un qui est clairement proche de la gauche et donc du pouvoir en place. Au-dessous de lui, vous avez la procureure générale de Paris, Catherine Champrenault, qui est maintenant au centre de l'affaire aujourd'hui. Catherine Champrenault, c'est pareil, c'est quelqu'un qui a été au cabinet de Ségolène Royal et qui a été nommé procureur général de Paris par François Hollande, alors qu'elle venait de Basse-Terre. C'est-à-dire qu'elle a eu un coup d'accélération absolument extraordinaire dans sa carrière, du jamais vu. Passer de Basse-Terre au parquet général de la Cour d'appel de Paris, ça ne s'était jamais vu. Mais elle est proche de Ségolène Royal et elle est proche de François Hollande. Et puis au-dessous, vous avez le procureur national financier, Éliane Houlette, qui, elle également, a été choisie et nommée par François Hollande. Et puis au-dessous, vous avez, alors pas au-dessous, mais un petit peu après, si je puis dire, dans la chronologie, vous avez le président du tribunal de grande instance de Paris, 20 ans au syndicat de la magistrature, 3 ans au cabinet de Ségolène Royal, et c'est lui qui va choisir le juge d'instruction. Il n'a pas tiré au hasard. Des juges d'instruction, il y en a des dizaines à Paris. Il en choisit un au hasard, pas au hasard justement. Et il choisit qui? Il choisit Serge Tournaire. Pourquoi? Parce qu'il sait que Serge Tournaire est un dur, on l'appelle le juge de fer au palais, et on sait qu'il va aller vite et fort. Et donc tout ce mécanisme va effectivement permettre que François Hollande soit mis en examen avant l'élection présidentielle, ce qui était... Non, pas François Hollande. Pardon, excusez-moi, François Fillon, pardon. Oui, son tour viendra. Il y a deux François dans cette affaire, ça complique les choses, mais vous avez raison, c'est François Fillon. Il va être mis en examen juste avant l'élection présidentielle, et avec les résultats qu'on connaît, d'autant qu'il avait eu l'imprudence de dire que s'il était mis en examen, il se retirerait, c'est-à-dire qu'en le mettant en examen, on l'a coincé entre le retrait et le parjure. Donc dans les deux cas, il était cuit. Il y a eu cette phrase, imagine-t-on le général de Gaulle. Oui. C'était des imprudences. C'est sûr que François Fillon c'est mal débrouillé. Il ne se rendait pas compte. Oui, il lui paraissait inimaginable qu'il soit mis en examen. Et je raconte que lorsqu'il a dit à la télévision, si je suis mis en examen, je me retirerai. On lui dit, mais pourquoi vous avez dit ça? Il a dit, mais parce que c'est impossible que je sois mis en examen dans un délai aussi court, ça ne s'est jamais vu. Eh bien, il a donné le mode d'emploi aux adversaires et il s'est retrouvé mis en examen. Donc, ce qui est grave, parce que derrière, quand même, c'est une affaire qui est grave, quand même, hein, c'est-à-dire que nous avons quelques magistrats soigneusement choisis, nommés par le pouvoir en place, qui accélèrent une procédure contre le candidat de l'opposition. C'est pas très démocratique comme méthode. Alors moi, ça fait 40 ans que je traîne dans les pays de justice, d'un côté de la barre ou de l'autre. J'ai déjà vu des pouvoirs en place essayer d'étouffer les affaires qui les concernent. Ça, c'est presque banal. Je ne vais pas parler de l'affaire Colère, mais ça, c'est presque banal. Mais un pouvoir en place qui pousse le feu sur une affaire contre le candidat de l'opposition, on n'est pas très loin des méthodes poutiniennes. Il n'y a pas de goulag, hein, bien sûr. Hein, François Fillon n'ira pas au goulag. Mais c'est quand même des méthodes qui sont extrêmement malsaines dans une démocratie. Et je dirais, pour terminer sur ce point, que le rôle de la justice, le rôle de la magistrature, ce n'est pas de fausser le jeu des élections présidentielles. Évidemment. Que risque... Oui, Jean-Marc Non, mais pardon, c'est pas spécifique à cette époque. Le mécanisme de nomination très télécommandé que vous décrivez remarquablement, il a toujours existé sous la Ve République. Enfin, qu'on remonte à une vingtaine d'années, il a toujours existé. Alors vous avez raison. Alors il s'applique pas, il s'est pas appliqué à des campagnes présidentielles, mais bon, on n'était quand même pas loin des salles politiques. Hein. Vous avez tout à fait raison. C'est un mécanisme qui est malsain, qui l'a toujours été et qui l'est toujours. L'élément nouveau dans cette affaire, c'est que ce mécanisme sert non pas à couvrir les affaires de la majorité, mais à flinguer le candidat de l'opposition. Ce qui revenait au même, quelque part. Oui, mais alors, me semble-t-il, c'est d'une gravité supplémentaire parce qu'on touche au cœur de la démocratie française, puisque la reine des élections en France, c'est l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, on a un résultat, je sors un peu de la sphère juridique, là, mais on a un résultat que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a un président de la République qui est élu
par défaut, avec toutes les difficultés que ça entraîne, manque de base, manque d'expérience, et ainsi de suite, et toutes les difficultés qu'on a, parce que c'est quelqu'un qui ne devait pas être élu, si je puis dire. Hein, voilà. Et il est élu par défaut. Il faut quand même se rappeler que François Fillon était 1,5 point derrière Marine Le Pen au premier tour. Hein. C'est qu'à 1,5 point, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu toute cette affaire, s'il n'y a pas eu sa mise en examen, il est très vraisemblable, on ne sait jamais, mais il est très vraisemblable qu'il aurait été au second tour et peut-être élu. Ouais, mais ce qui est aussi passionnant, c'est que c'est vrai que Emmanuel Macron a été élu par défaut, mais c'est vrai que le crime n'avait pas été commis en sa faveur. Il avait été commis avec un autre objectif. C'est vrai. C'est vrai, c'est le paradoxe de cette histoire. Et c'est le président de la République actuelle qui risque d'avoir à payer une partie des effets de cette affaire. Oui, parce que c'est le bénéficiaire. Oui, c'est le bénéficiaire indirect. Vous avez raison. C'est le bénéficiaire d'une opération à laquelle il n'a pas participé. Voilà, c'est un dégât collatéral. Un dégât collatéral. Bénéfice collatéral. Oui, c'est une affaire qui est complexe. Qui a l'air simple en apparence, mais c'est effectivement, comme vous le faites remarquer, très complexe. Y a-t-il une possibilité maintenant que ces révélations aient des conséquences, que le procès soit rouvert ? Alors, les avocats des époux Fillon et de Marc Joulot, le suppléant, ont demandé au tribunal de réouvrir les débats. Le jugement doit être rendu normalement lundi. Est-ce que le tribunal va rendre son jugement, comme si de rien n'était, ou est-ce qu'il va ordonner la réouverture des débats ? Ça, c'est le suspense. Oui. On le saura lundi. Ce qui est très important dans ce qu'a dit Éliane Houlette, parce que c'est quand même extraordinaire, c'est-à-dire que cette femme, qui avait dit jusque-là très clairement dans la presse qu'elle n'avait pas subi de pression, elle a notamment donné une interview à Marianne dans laquelle elle dit « Je n'ai jamais subi de pression ». Elle vient devant la commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale, elle prête serment, c'est une déposition sous serment. Quand on ment devant une commission d'enquête parlementaire, on encourt des sanctions pénales. Et elle vient, et il faut regarder son audition, ça dure 1h15, hein, c'est pas 3 phrases échappées comme ça, 1h15, elle a des notes, c'est très précis, c'est très délicat. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Ça fait froid dans le dos. Elle dit, j'ai subi des pressions incessantes. On me demandait des retours d'informations tous les jours. Je devais faire des notes de 10 pages. On me demandait même des notes sur les avocats des mises en examen. Enfin, en France, le parquet général demande des notes sur les avocats. C'est quand même insensé. Et donc elle dit ça, et elle dit surtout, parce que c'est ça le point le plus crucial, elle dit, la procureure générale me convoque et me dit, vous devez ouvrir une information. Le choix procédural que vous avez fait, ce qu'on appelle une enquête préliminaire, qui ne permet pas une mise en examen rapide, ne convient pas, vous devez ouvrir une information. Et elle dit, je ne suis pas d'accord. Je rentre à mon bureau et je reçois, dit-elle, alors elle dit une dépêche. Je ne sais pas ce que c'est une dépêche, on s'imagine quelqu'un à cheval qui vient, mais on ne sait pas si c'est par mail ou voilà. Elle dit, je reçois une dépêche qui me dit, vous devrez ouvrir une information. Elle reçoit la dépêche le vendredi, et le mercredi, elle décide d'ouvrir une information. Apparemment, cette dépêche l'a aidé à réfléchir, à comprendre que la bonne solution, c'était d'ouvrir une information. Et puis après ça, devant le bruit que ça fait, elle essaie de faire un peu marche arrière. Elle dit « Oh, mes propos ont été mal interprétés », mais ces propos, ils ne sont pas interprétables. Oui. Ils sont très simples et très clairs. Elle dit « J'ai été convoquée, on m'a donné des instructions, on me les a confirmées par écrit, j'ai ouvert une information ». Et le procureur général, Mme Champrenault, publie un communiqué dans lequel elle dit « Mais non, ce n'est pas vraiment ça, mais quand même, oui ». J'ai préconisé, dit-elle. Alors, une dépêche, puis maintenant c'est une préconisation. J'ai l'impression que c'est une prescription médicale, je ne sais pas comment. Voilà. J'ai préconisé une ouverture d'information. Donc, qu'est-ce qui est certain, sûr, établi, indiscutable ? C'est que ce procureur général, choisi par François Hollande pour les raisons qu'on connaît, a donné instruction au procureur d'ouvrir une information qui a permis la mise en examen de François Fillon. Donc ce mécanisme judiciaire à visée politique, il est aujourd'hui parfaitement établi. Et que va-t-il se passer ? Alors à votre avis, évidemment c'est une supposition, mais lundi, supposons que le procès soit rouvert. Que se passe-t-il à ce moment-là ? On pourrait imaginer, parce que outre ce mécanisme, il y a un petit problème juridique dans l'affaire. C'est que lorsque le procureur général, parce qu'on est dans un système qui est assez hypocrite, c'est-à-dire qu'on dit que le garde des Sceaux n'a pas le droit de donner des instructions dans les dossiers. Mais le procureur général, lui, il a le droit. Bon. Alors,
Sauf que le texte, c'est l'article 36 du Code de procédure pénale, pour être précis, le texte dit que lorsqu'il y a des instructions écrites du procureur général, elles doivent être versées au dossier de la procédure. Or, elles n'ont pas été versées au dossier de la procédure. C'est-à-dire que le tribunal a jugé une affaire avec une pièce manquante qu'on lui a cachée, qui est cette instruction du procureur général. On ne sait pas comment les motiver, on ne sait pas comment les rédiger, une dépêche, une préconisation, on ne sait pas, même pas formellement comment elle se manifeste. Et ça, ce n'est pas dans le dossier. Alors, il y a deux hypothèses. Soit le tribunal dit « oh, je m'en fiche, de toute façon, moi je suis là pour juger François Fillon et ce qu'il a fait ». Soit le tribunal se dit « quand même, dans ce contexte assez particulier, c'est pas inintéressant de savoir comment l'affaire a été traitée à ce moment. » Et il y a deux solutions. Si le tribunal ne réouvre pas les débats, on va avoir ce soupçon permanent qui va rester. La décision, elle sera ce qu'elle sera. Je n'exclus pas que François Fillon soit condamné. La décision, elle sera ce qu'elle sera, mais elle sera entachée par ce secret qui n'est pas dans la procédure. Soit le tribunal réouvre les débats et on va avoir un nouveau procès dans lequel ça va être très compliqué pour le parquet national financier. Parce que les procureurs qui étaient à l'audience, vous savez quand même que les procureurs, un des procureurs est venu dire à l'audience, vous avez de la chance, parce que sous l'Ancien Régime, le détournement de fonds publics, c'était la pendaison. Oui, c'est incroyable. Écoutez, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait 40 ans que je suis dans un pays de justice, je n'ai jamais entendu un procureur dire ça. Même pas dans les affaires criminelles les plus sordides. Ouais. Voilà. Donc ça montre quand même la position du parquet national financier. Et donc ça va être compliqué pour le parquet national financier de soutenir l'accusation lorsqu'il sera mis en évidence qu'il a caché cet acte procédural imposé par le Code de procédure pénale. Donc, mais de toute façon, s'il est condamné, il va faire appel. Donc, de toute façon, l'affaire va continuer à nous occuper. Vous avez raison. S'il est condamné, il va faire appel. Et c'est devant la cour d'appel qu'on va avoir à ce moment-là ce débat sur qu'est-ce que c'est que cette préconisation, cette dépêche secrète, tellement secrète que... Alors, vous savez que Mme Champrenault, quand elle a été entendue par la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Fillon, elle n'a pas dit un mot sur l'affaire Fillon, mais elle a dit quand même un truc intéressant. Elle a dit... on lui dit, mais est-ce que ça vous arrive de donner des instructions au procureur ? Elle a dit, c'est très rare, c'est même exceptionnel. Voilà. Ah oui, donc c'est exceptionnel. Elle s'est tirée une balle dans le pied. Elle s'est tirée une balle dans le pied. C'est exceptionnel ce qui s'est passé. De manière exceptionnelle, le procureur général a donné cette instruction au procureur national financier par un document écrit qui, en violation de la loi, n'a pas été versé dans le dossier. Jean-Marc Sylvestre, pensez-vous que cette affaire, qui va donc occuper les médias encore pendant un certain temps, peut avoir aggravé encore l'opinion que les Français ont en général de la politique et de la justice ? C'est polluant, oui. Ouais. C'est une pollution supplémentaire. Alors, est-ce que ça va changer l'ordre des choses ? Je ne le crois pas. Mais ça rend de plus en plus difficile le fonctionnement de la démocratie et le fonctionnement de la justice. Enfin, la crédibilité de la justice et, de facto, le fonctionnement de la démocratie. La saisine du Conseil supérieur de la magistrature, ça n'aura pas de conséquences. Non, ça n'aura pas de conséquences parce que le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas de pouvoir d'enquête. Alors, on aurait pu saisir la boulangère du coin aussi. Je pousse un petit peu loin, mais on a saisi une autorité qui n'a pas le pouvoir de faire une enquête sur les faits. Donc ça ne risque pas d'éclairer beaucoup les choses. L'expérience montre que le Conseil supérieur de la magistrature est souvent assez corporatiste, assez protecteur. Donc je ne pense pas que ça change grand-chose, mais on n'a pas besoin d'enquête, on le sait. On sait que il s'est passé ce qui s'est passé. Hein. C'est dit, et ce n'est pas nié, si je puis dire, par la procureure générale. Donc les faits sont établis, comme on dit, devant une juridiction. Ouais. Et je suis d'accord avec vous, c'est très polluant pour la démocratie, c'est très polluant pour la justice, parce qu'effectivement, les Français sont convaincus que la justice n'est pas indépendante. Hein. Est-ce que des poursuites pourraient être engagées si aujourd'hui quelqu'un révélait les dessous de l'affaire, qui a écrit au Canard enchaîné, qui a monté ce dossier ? Alors, vous avez raison, là, il reste encore un mystère. C'est comment l'affaire a démarré. Qui a renseigné le Canard enchaîné ? Pourquoi c'est sorti à ce moment-là ? On ne le sait pas. On l'apprendra un jour. On l'a appris sur la façon dont l'affaire Papon a été révélée par le Canard enchaîné entre les deux tours de l'élection de mai 1981.
Parce que Roland Dumas, qui un jour a trop parlé, a dit « mais nous avions l'information depuis longtemps ». Et François Mitterrand a demandé au Canard enchaîné de la garder et d'attendre l'entre-deux tours des élections pour la sortir. Alors peut-être qu'on apprendra quelque chose de ce genre un jour sur le Canard enchaîné, mais pour l'instant, on ne le sait pas. Hervé Lehmann, je vous remercie. Jean-Marc Sylvestre, je vous remercie. Je montre à nouveau votre ouvrage, disponible dans les meilleures librairies et en livre de poche à partir du mois d'août. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.